président élu de la Guinée-Bissau, José Mario Vaz, est arrivé cet après-midi à Abidjan dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail de 24 heures. Il a été reçu en audience par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. La journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, c'est demain, jeudi 12 juin. Le gouvernement s'engage à faire la promotion de la protection sociale en faveur des enfants défavorisés. Et puis, dans ce journal, nous irons au Brésil. À la veille du mondial, la ville de Monteciao, dans l'état de Minas Gerais, a choisi d'adopter l'équipe de Côte d'Ivoire durant toute la compétition. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur RTI 1 et vous faites bien. Je vous le disais il y a un instant, le nouveau président élu de la Guinée-Bissau, José Mario Vaz, est arrivé cet après-midi à Abidjan dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail de 24 heures. Il a été reçu en audience par le président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État et son homologue ont échangé sur les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau, ainsi que l'actualité sous-régionale dominée par la crise au Mali. Jérôme Kofi Abolin pour les détails. La Guinée-Bissau reconnaissante envers la Côte d'Ivoire. Le président élu bissau-guinéen José Mario Vaz, reçu ce mercredi 11 juin 2014 par le président de la République Alassane Ouattara dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail, a exprimé la gratitude de son pays au chef de l'État ivoirien pour son rôle joué en vue d'une élection paisible et transparente en Guinée-Bissau. Nous sommes là pour remercier Monsieur le Président pour tout ce que vous avez fait pour la Guinée-Bissau, surtout au moment de la crise. 2 ans de transition, je sais que Monsieur le Président a beaucoup fait en tant que président de la CEDEAO et aussi en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. Vous apportez beaucoup pour l'armée, et non seulement l'armée, mais aussi les peuples de Guinée-Bissau. Et nous sommes là pour vous remercier, Monsieur le Président, une fois, de dire merci beaucoup. Nous, on part d'ici très contents. Et ce que je peux dire, Guinée-Bissau est à votre disposition, Monsieur le Président. Pour sa part, le président Alassane Ouattara, tout en félicitant le nouveau président bissau-guinéen pour sa brillante élection, lui a renouvelé le soutien de la Côte d'Ivoire. Le peuple de Guinée-Bissau vous a élu avec plus de 60% de suffrages. C'est des scores qui ne sont pas très fréquents ces jours-ci dans les élections démocratiques. Je peux attester en tant qu'ancien président de la CEDEAO que ces élections étaient libres, transparentes et équitables, donc démocratiques. Ce score démontre à quel point votre peuple a porté sa confiance sur vous. Ce ne sera pas une tâche facile, nous le savons, nous en avons discuté, compte tenu des problèmes de sécurité, des défis économiques. Mais nous savons qu'avec votre expérience et votre foi à l'intégration au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO et d'autres institutions, que tous les appuis nécessaires seront là. En tout cas, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, mes concitoyens, je voudrais en leur nom vous dire que le peuple de Côte d'Ivoire vous salue, vous félicite et vous dit que vous pouvez compter sur nous. L'élection du président José Mario Vaz à la tête de son pays fait suite à une crise dans la résolution de laquelle le président Alassane Ouattara, en tant que président de la CEDEAO, a joué un rôle prépondérant. José Mario Vaz sera investi le 23 juin 2014. Guillaume Soro est à Yaoundé au Cameroun pour une visite de travail de 5 jours. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est même intervenu devant l'Assemblée nationale du Cameroun à la faveur de l'ouverture de la 2e session ordinaire pour l'année. Au monde de ce mardi après-midi à l'aéroport international de Yaoundé, Simalène, pour accueillir le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Le président de l'Assemblée nationale du pays hôte, Cavagné Nguyen Gibril, le réseau panafricain des parlementaires, les députés du groupe d'amitié Côte d'Ivoire-Cameroun, le réseau des jeunes volontaires francophones, ainsi qu'une forte délégation de la communauté ivoirienne vivant au Cameroun. Tous sont venus dire à quoi bas au président Soro, lui traduit leur soutien dans ses actions de réconciliation, d'unité et de paix en Côte d'Ivoire, et également le féliciter pour tout ce qu'il fait pour le rapprochement des parlements africains.
Très heureux et fier d'une telle mobilisation et de tant de marques d'amitié et de sympathie à son égard, Guillaume Soro a dit un grand merci aux uns et aux autres avant de mettre un accent particulier sur les bonnes relations qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et mes premiers mots de remerciement s'adressent à mon doyen, collègue, qui m'a invité ici au Cameroun pour bien évidemment venir participer à l'ouverture de la deuxième session ordinaire du Parlement camerounais. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun ont toujours été excellentes. La politique étrangère du président de la République de Côte d'Ivoire est de faire en sorte que la paix s'établisse entre les nations africaines, entre les voisins et les amis. Il nous a instruit, toutes les institutions et son gouvernement, de faire en sorte de réchauffer, de faire en sorte de revigorer, de consolider ces relations. En ce qui concerne la réconciliation en Côte d'Ivoire, le président du Parlement ivoirien a dit que c'est un processus qui est en marche. Depuis 3 ans, le gouvernement, le président de la République à sa tête, travaille au rapprochement des différentes positions. Le défi en Côte d'Ivoire est de faire en sorte de transformer l'ennemi en adversaire, ensuite en ami. Après cela, le président de l'Assemblée nationale a rendu une visite de courtoisie au président du Sénat camerounais, Marcel Niat Juvengui, au siège de la dite institution. Au menu des échanges, les questions relatives aux deux institutions et la démocratie qui doit avoir une part de choix au Parlement et au Sénat. D'autres reportages sur la visite du chef du Parlement ivoirien au Cameroun vous seront proposés dans nos prochaines éditions. Ici, à Abidjan, à l'Assemblée nationale, sur la table des députés réunis ce matin en plénière, 4 projets de loi, des projets qui portent sur les principes fondamentaux de la politique de développement durable, la création et l'organisation, le fonctionnement des juridictions de commerce, la médiation conventionnelle et la promotion de la protection des défenseurs des droits de l'homme. Ces projets de loi ont été adoptés par les parlementaires. Le reportage de Zané Gabriel dans nos éditions de demain. Fin du colloque international sur la réglementation de la communication audiovisuelle par le satellite et les nouveaux moyens de diffusion. Plusieurs recommandations ont sanctionné les travaux, des recommandations qui visent à baliser l'espace audiovisuel pour la protection des principes fondamentaux de la communication audiovisuelle. Broléon nous explique davantage. Comment soumettre Internet et le satellite, ces nouveaux moyens de diffusion de programmes de télévision et de radio, au contrôle des instances de régulation de l'espace audiovisuel. Les participants aux réflexions sur la question font des recommandations, mise en place d'un dispositif international de coopération, interdiction de matériel de décodage illicite et de cartes d'accès pirates, harmonisation des législations nationales en matière de communication audiovisuelle. Bref, ces recommandations s'adressent à la fois aux organisations économiques sous-régionales, aux opérateurs satellitaires, au réseau des instances africaines de régulation de la communication, RIAC, et aux États membres. Nous nous sommes donc mis d'accord sur un certain nombre de de modalités à minima pour pouvoir agir ensemble. Parce qu'aucun pays ne peut tout seul réguler les nouveaux médias. L'objectif n'est pas d'entraver la liberté de la communication audiovisuelle. Bien au contraire, c'est de la promouvoir et surtout de l'encadrer en respectant les dispositions législatives et réglementaires de nos pays. Parce que nous avons aussi une souveraineté nationale à protéger. Ce colloque d'Abidjan, les participants ont convenu de l'institutionnaliser. Il s'agit tous les 2 ans d'harmoniser leur point de vue sur les problèmes qui assaillent l'espace audiovisuel, une décision prise au regard du succès de cette rencontre. On devra basculer de l'analogique vers le numérique. Donc il est important que chacun se prépare. Après une rencontre de ce genre, on se sent pas plus savant, mais en tout cas moins ignorant. Si elles sont prises en compte, les recommandations du colloque d'Abidjan vont permettre de baliser l'espace audiovisuel africain
Et ce sera tant mieux pour protéger les principes fondamentaux de la communication audiovisuelle, tels que le respect de la dignité de la personne humaine, la protection des mineurs, toutes choses foulées aux pieds par Internet et le satellite. Le ministère de la Solidarité, de la Famille et de la Femme et de l'Enfant a célébré hier la Journée internationale de l'enfant africain et la Journée internationale de la protection de l'enfant. À cette occasion, Anne-Désirée Ouloto a lancé la Semaine de l'enfant. C'était en présence de la première dame Dominique Ouattara. Compte rendu, Viviane Haïm. La Côte d'Ivoire a célébré ce mardi 10 juin en une même cérémonie la Journée internationale de l'enfant africain initiée par l'Union africaine et la Journée internationale de protection de l'enfant. Le gouvernement ivoirien a décidé de donner un cachet spécial à ces deux événements en lançant ce mardi une semaine de l'enfant. Cette semaine de l'enfant africain, c'est d'abord la mobilisation de toutes les parties prenantes, tous les ministères techniques qui travaillent donc à la question de la protection des enfants autour donc de cette problématique et inciter tous les leaders d'opinion, tous les leaders communautaires, tous les décideurs, n'est-ce pas, autour de cette problématique de protection des droits de l'enfant et dans ce cadre-là, de la lutte contre le travail des enfants. Le 16 juin prochain à Divo, nous irons justement pour communier avec les populations de cette localité-là et les sensibiliser, n'est-ce pas, afin qu'elles offrent un meilleur traitement à nos enfants. Les enfants ont droit à l'éducation, les enfants doivent être protégés des pratiques traditionnelles néfastes, de certaines pratiques culturelles, malheureusement, qui violent les droits des enfants et qui portent quelquefois de graves atteintes, n'est-ce pas, aux droits humains de ces enfants-là. La cérémonie était placée sous le parrainage de la présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite et le travail des enfants en Côte d'Ivoire, la première dame Dominique Ouattara, représentée par sa directrice de cabinet, également secrétaire exécutive de ce comité, Patricia Yao Sylvie. La vice-présidente du comité interministériel de lutte contre le travail des enfants, la ministre Anne Ouloto, n'a pas manqué de rendre hommage à la première dame pour ses actions aux côtés du gouvernement pour la protection des enfants. Dans sa lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture ivoirienne ainsi que dans d'autres secteurs de l'économie nationale, le gouvernement a élaboré une matrice d'action et bénéficie du soutien technique et financier des partenaires au développement. Nous avons collaboré avec le ministère de la Solidarité, la Famille, la Femme et l'Enfant pour la rédaction de la politique nationale de la protection de l'enfant. Donc l'UNICEF avait appuyé ce ministère pendant les années passées pour la rédaction de la politique et maintenant pour sa mise en œuvre. Donc ça c'est de un. Mais de deux, on travaille aussi beaucoup avec le ministère de l'Éducation pour assurer que les enfants à l'école ont une bonne qualité d'éducation, surtout dans les régions qui ont été touchées par les événements, mais aussi dans la région du Nord, sur la construction de quelques écoles communautaires, des écoles maternelles et sur la formation des enseignants, ainsi que sur la provision des kits scolaires pour les enfants. Toujours dans cette quête d'une large protection des enfants en Côte d'Ivoire, le gouvernement encourage également les organisations non gouvernementales s'occupant de la petite enfance à s'investir davantage sur le terrain. À cet effet, a eu lieu une remise symbolique de dons à plusieurs de ces ONG, suivie d'une visite de leurs différents stands d'exposition. Demain, 12 juin, c'est la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Et à l'occasion de cette commémoration, le gouvernement ivoirien s'engage à faire la promotion de la protection sociale en faveur des enfants défavorisés. Gabriel Zani. Selon un rapport de l'Organisation internationale du travail, un enfant sur 8 est soumis aux pires formes de travail dans le monde. Fait qui met en péril leur bien-être moral, mental ou physique. Il y aurait aussi des millions d'enfants assujettis à des activités condamnables telles que l'esclavage, la servitude qui comprend la prostitution, l'enrôlement dans des forces armées. En Côte d'Ivoire, à la faveur de la journée mondiale contre le travail des enfants, célébrée le 12 juin de chaque année, le gouvernement prend l'engagement de développer les systèmes de sécurité sociale pour protéger les droits des enfants. Le Comité national de surveillance, CNS, et le Comité interministériel CIM de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants travaillent en permanence dans une approche participative
avec l'ensemble des partenaires sociaux pour la mise en œuvre du plan d'action national 2012-2014 de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Une protection sociale centrée sur les enfants vulnérables n'est possible qu'avec l'implication de tous les acteurs de la société. Nous continuerons à promouvoir l'engagement de tous les secteurs de la société dans la création d'un environnement propice à la prévention et à une lutte plus efficace contre les pires formes de travail des enfants en Côte d'Ivoire. En ratifiant la Convention 182 de l'OIT relative au travail des enfants, les pays signataires s'engagent à agir immédiatement pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants. C'est la convention la plus ratifiée de l'histoire de l'OIT depuis sa création en 1919. Cependant, dans bien de pays du monde, le travail des enfants reste encore une réalité quotidienne. C'est une belle prise pour la direction de la police forestière et du contentieux. Ces agents viennent de saisir une importante quantité de bois frauduleux dans les départements de Bongouanou et d'Aoukro. Il s'agit de près de 80 tonnes de bois, une quantité estimée à plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Ces chargements de bois étaient destinés au marché des pays de la sous-région. C'est une mission inopinée de la direction de la police forestière et du contentieux qui a permis de démanteler ce puissant réseau d'exploitation frauduleuse de bois. Les fins limiers de la police forestière ont pu remonter la filière jusqu'à saisir 2 importants chargements de bois sciés à Bongouanou et à Daoukro. Les bois avaient déjà été chargés dans 2 gros camions aux immatriculations étrangères et s'apprêtaient à être acheminés sur les marchés des pays de la sous-région. Les bois saisis sont essentiellement des madriers et des planches d'essence diverses utilisées dans la construction pour une quantité totale d'environ 80 tonnes estimées à des dizaines de millions de francs. Chaque jour en Côte d'Ivoire, ce sont plusieurs centaines de mètres cubes de bois qui sont prélevés frauduleusement dans nos forêts, mettant en péril l'industrie du bois et l'économie nationale. Les statistiques indiquent qu'un prélèvement de bois par les scieurs clandestins évalué à 400 mètres cubes fait perdre à l'État près de 21 milliards de francs CFA par an. Suite au lancement de la campagne de lutte contre ce phénomène, la direction de la police forestière et du contentieux a décidé de mener une action d'envergure sur l'étendue du territoire national pour traquer tous ceux qui s'adonnent à cette activité et leurs complices. Reportage signé Thérèse Tapé-Yoboué. Avec plus d'1 300 000 tonnes en 2013, la Côte d'Ivoire est premier producteur mondial du cacao. Mais jusqu'à quand, pourrait-on se demander? Voilà poser la problématique de la durabilité de la cacaoculture en Côte d'Ivoire. Élément de réponse avec Noël Gagnon. Au commencement de la durabilité de la cacaoculture, les conditions humaines et biophysiques. Pour qu'il y ait cacaoculture, il faut le sol, il faut la forêt, il faut le climat, pour que toutes ces conditions soient réunies pour la production du cacao. Parce qu'il existe une interaction entre ces éléments-là. 2 conditions sérieusement menacées. D'environ 12 millions d'hectares de forêt en 1960, nous sommes à peine à 2 millions d'hectares aujourd'hui. Puis le verger est vieillissant, tout comme les cacaoculteurs. Que faire, comment le faire pour entretenir les performances de la Côte d'Ivoire et garantir ainsi la durabilité de la cacaoculture? La durabilité commence par là. Il faut avoir du matériel qui non seulement permet d'améliorer sur la même unité de superficie la production, le rendement, mais en même temps que le matériel qui soit là ait une longue durée de vie. Sur la question du matériel végétal apte aux conditions climatiques et à la résistance aux maladies, le CNRA, Centre national agronomique, a trouvé la solution. Nos variétés que nous avons vulgarisées sont des variétés résistantes non seulement aux maladies, qui résistent également au déficit hydrique, c'est-à-dire manque d'eau qui peut être occasionné par le changement climatique. En attendant l'exploitation de ce produit de la recherche, il est mis au point une autre technique, le greffage du verger vieillissant avec l'appui financier et technologie d'un chocolatier américain. Apporter des solutions au vieillissement de nos vergers et à la régénération de ce verger-là. Ce que nous faisons, c'est qu'à la faveur donc de cette régénération, nous veillons à ce qu'on puisse apporter du bon matériel végétal aux producteurs, on puisse apporter à cette faveur toujours de bonnes pratiques agricoles qui comprennent entre autres, en plus du bon matériel, les engrais et les pesticides qu'il faut employer de façon à ce qu'on puisse produire ce cacao de bonne qualité avec une
productivité assez élevée. La dissémination de cette technologie a suscité l'avènement d'un nouveau métier dans la cacaoculture. Ces opérateurs sont pour nous, ma foi, la voie de sortie. Ils sont formés donc en matière de business, ils sont formés en matière de bonnes pratiques agricoles, mais aussi sont formés en termes de prestataires de services. Ils entretiennent des pépinières de plants améliorés. Ils entretiennent également un jardin colonial qui leur permettra donc d'apporter un certain nombre de prestations. Les témoignages sont édifiants. L'expérience qu'ils ont déjà faite sur ma parcelle, cela me donne vraiment espoir parce que la plantation avait vraiment vieilli où on n'avait pratiquement plus rien sur le verger. Seulement voilà, la cacaoculture est menacée par d'autres spéculations, notamment l'EVA. Une illustration visible ici à Gbeletia dans la région de Soubré. Une raison fondamentale à cet état des faits, les prix pratiqués. Si nous voulons pérenniser la culture du cacaoyer, il est important que le prix soit incitatif. Pourquoi? Parce que le paysan, le producteur, s'il voit que le prix auquel on achète sa production ne lui permet pas de couvrir ses charges, il sera amené à abandonner au fil du temps cette culture donnée. C'est le cas de la cacaoculture. Un début de solution trouvé avec la réforme de la filière. Les résultats après 2 campagnes incitent à l'optimisme. Les autres actions attendues de la réforme, une meilleure gouvernance de la filière. Il faudra également songer à un meilleur encadrement du producteur. Il faut inviter les producteurs pour sensibiliser dans les campements, pour sensibiliser dans les villages sur la bonne pratique agricole. Comment il faut couper le cacao. Quand tu reçois au moins quelque chose de 3 tonnes et que tu te dis par rapport à mes 3 tonnes, tu fais une prévision au bout de 6 mois, tu vas te rendre compte que par mois tu gagneras quelque chose. Mais comme les planteurs ont pris l'habitude de travailler de manière saisonnière, quand ils reçoivent, ils se disent qu'il y en a encore sur le bois. Avant de s'en rendre compte, déjà c'est fini sur le bois et puis il n'y a pas d'économie. On se retrouve avec rien. Le mariage de la Côte d'Ivoire avec la cacaoculture a encore de beaux jours devant lui. Une volonté qui traverse les âges. La production de cacao est notre matière première. Il y a notre matière première, on ne peut pas l'aboutir. Il faut toujours qu'on continue, à cultiver et surtout ce qu'on a cultivé, il faut qu'on entretient. La boucle de la durabilité de la cacaoculture, le marché. Selon les experts, la demande annuelle non satisfaite est de l'ordre de 1 million de tonnes par an. Conclusion, le cacao trouvera encore pour longtemps preneur et ce sera tant mieux pour les producteurs ivoiriens. À quelques jours de la fin du RGPH 2014, l'opération du recensement général de la population et de l'habitat à Foussiata Bambalamine sensibilise les populations. La ministre de la Communication était ce soir dans la commune de Koumassi. Reportage Sidonie Davila. À 4 jours de l'échéance du recensement général de la population et de l'habitat, le gouvernement ivoirien veut mettre les bouchées doubles pour permettre à cette opération de connaître sa vitesse de croisière. La ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, à Koumassi pour expliquer aux populations une fois de plus l'intérêt de ce recensement. Nous nous sommes rendus compte dans les données que dans certaines localités, il fallait sensibiliser davantage, de sorte à lever les blocages ou les problèmes qui se présentent et permettre que le recensement puisse se faire effectivement à bonne date et puisse se terminer à bonne date. Pour construire, je dirais, un développement, il faut nécessairement avoir un bon recensement qui nous permette effectivement de faire une prospective. Cette phase de sensibilisation achevée, la ministre de la Communication, accompagnée du premier magistrat de la commune, s'est rendue dans des ménages pour assister à une séance de recensement. À travers cette étape, elle a voulu toucher du doigt les réalités du terrain et faire comprendre la portée de cet exercice. Nous avons été heureux de constater que les familles, les ménages, on va dire, sont prêts à recevoir les agents recenseurs. Et ils nous l'ont dit eux-mêmes, qu'ils avaient quelques frayeurs, effectivement, par rapport aux agents recenseurs qui venaient les rencontrer. Aujourd'hui, non seulement ils voient l'importance du recensement, mais ils se rendent compte que c'est véritablement ces agents recenseurs-là qui viennent les recenser. Et ils ont le courage de répondre aux questions et même d'être aussi, je dirais, leur porte-parole au niveau des autres populations qui ne se sont pas encore fait recenser au niveau de Koumassi. La ministre, avant son départ, a encouragé les agents recenseurs, au nombre de 179 pour le compte de Koumassi, à mettre le cœur à l'ouvrage pour permettre d'atteindre un taux de 100%. Elle a par ailleurs demandé aux chefs religieux et communautaires d'accompagner cette dernière phase du RGPH, car la cause en vaut la peine.
La ministre en charge de l'économie et des finances, Nialé Kaba, elle, a rencontré les populations de sa région d'origine, le Bonkani. Elle les a exhortés à ouvrir leurs portes aux agents recenseurs afin de permettre au gouvernement de mieux planifier les actions de développement. Reportage signé Sylvie Touré. Plus que 3 jours et ce sera la fin de l'opération de recensement de la population. La ministre chargée de l'économie et des finances a pris son bâton de pèlerin pour se faire le porte-voix du gouvernement dans sa région, le Bonkani. Au cours de la rencontre qui a mobilisé hommes, femmes et jeunes dans la sous-préfecture de Doropo, Nialé Kaba a appelé les populations qui hésitent encore à ouvrir leurs portes aux agents recenseurs car, ajoute-t-elle, la construction d'infrastructures de base telles que les écoles, les hôpitaux, le raccordement des localités au réseau électrique et leur dessert en eau potable se fera sur la base des données recueillies à l'issue de l'opération de recensement. Je pense que le Bonkani aujourd'hui est en retard par rapport à tout ce qui est équipement. C'est chez nous que nous avons le plus de villages où il n'y a pas d'eau. C'est chez nous que nous avons le moins d'électricité. Et quand on dit recensons-nous pour qu'on voit combien il y a de population pour que l'État puisse vous apporter toutes ces choses, vous ne voulez pas sortir. Chers parents, tous ceux qui n'ont pas été recensés, je crois qu'on a encore quelques jours, allez vous faire recenser. La ministre Nialé Kaba a également appelé les populations, notamment les femmes, à se regrouper en coopérative pour capter les opportunités de financement. Elle leur a également fait don d'un lot d'équipements agricoles et a rehaussé à 6 millions de francs CFA le fonds du microcrédit mis à la disposition des femmes de la région du Bonkani. Rendons-nous maintenant au Brésil, à Monteciao, dans l'état de Minas Gerais. En plus de l'équipe brésilienne, les populations de cette localité supporteront les éléphants de Côte d'Ivoire. Pour sceller cet engagement, elles ont offert une grande fête aux Ivoiriens en présence d'autorités brésiliennes et ivoiriennes. Cathy Touré, notre envoyée spéciale à Monteciao. Côte d'Ivoire, sentez-vous à la maison, vous êtes chez vous. Ici, la population de Monteciao va vous supporter contre le Japon et vous allez gagner. Les Ivoiriens sont officiellement membres de la communauté de Monteciao, située à 500 mètres du camp des éléphants. Ils ont été fêtés par les populations de la ville du Tricot en présence de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire et d'une communauté ivoirienne. Fils de la région, le joueur brésilien Oscar était également de la partie. C'est une tradition pour cette région. Et il y a eu 12 sélections qui ont voulu venir ici. Et nous sommes heureux que ce soit la sélection de Côte d'Ivoire qui a été élue pour venir dans notre base que je représente. Une mobilisation extraordinaire avec 400 enfants qui se sont surpassés pour faire plaisir à la Côte d'Ivoire. C'est une très grande gentillesse parce que Monteciao, en fait partie d'un autre État. Mais même comme ça, ils sont allés demander même aux autorités ivoiriennes de pouvoir participer à cette fête. Vraiment, non, nous leur tirons le chapeau. En tout cas, ça a été pour moi une surprise très agréable. Ça me confirme dans ma fierté, dans ma croyance du renforcement de la consolidation des relations qui existent entre la Côte d'Ivoire et notre pays. Monteciao sera avec les supporters ivoiriens le 12e homme des éléphants de Côte d'Ivoire durant tout le mondial. Et les éléphants joueront leur premier match le week-end prochain, dans la nuit de samedi à dimanche. L'équipe ivoirienne affrontera donc le Japon. Voilà, c'est la fin de ce journal. L'information continue sur les www.rti.ci.